Bonjour Pierre Giacometti, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes cofondateur du cabinet de conseil en stratégie Nocom. Dans votre vie d'avant, vous avez été aussi sondeur, vous avez été directeur général d'Ipsos, vous avez également conseillé Nicolas Sarkozy lorsqu'il était à l'Élysée. Alors, ça y est, on le sait, Emmanuel Macron est en route pour Kiev. Il est en route en compagnie d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, et du chef du gouvernement italien Mario Draghi. Ça intervient 3 jours avant le second tour des élections législatives. Quel bénéfice peut-il entourer sur la scène politique française ? La question du bénéfice ou éventuellement même de l'effet négatif ou de l'effet inverse. Aujourd'hui, dans le contexte actuel et compte tenu de la situation de la majorité, tout ce qui peut donner le sentiment aux Français que le sujet central, ce ne sont pas leurs inquiétudes, leurs préoccupations du quotidien, mais plutôt la scène internationale dans un rôle où le président de la République est parfaitement ajusté par rapport à la représentation du président de la République sous la Ve République. Il s'occupe d'une crise internationale majeure et d'une guerre, me paraît parfaitement adapté au contexte des institutions. Pour autant, ce déplacement au milieu de la campagne législative entre les 2 tours peut paraître pour un certain nombre de ses proches un élément qui ne contribue pas forcément à assurer la mobilisation ou une meilleure mobilisation de l'électorat. Ça veut dire que mardi, lorsqu'il prend l'avion pour la Roumanie, qu'il fait une allocution, qu'il appelle un sursaut républicain, qu'il appelle les Français à lui constituer une majorité solide, ça peut donner l'air de « soyez sages les enfants en mon absence ». En tout cas, ça peut donner le sentiment que le seul registre du réflexe de vote contre la peur du désordre suffit à mobiliser. Je pense que cette séquence de communication n'était pas forcément la plus appropriée, ou en tout cas, elle demanderait que le président de la République complète cette intervention très courte sur un argument qui était un argument vraiment de c'est moi ou le chaos, ou c'est moi ou le désordre. À mon avis, le président de la République aurait probablement intérêt à compléter cette intervention par une autre intervention plus dense, plus consistante, pourquoi pas à 20 heures finalement, après ce déplacement à Kiev. Il aurait à ce moment-là un peu plus de marge de manœuvre pour expliquer quel est le projet qui est le sien dans la perspective du quinquennat, du second quinquennat qui commence. Rappelez-vous les mots du président de la République au lendemain de l'élection présidentielle, un président nouveau pour un mandat nouveau. Je pense que sur ce sujet-là, les Français sont en attente de quelque chose d'un petit peu plus consistant. Alors précisément, vous parliez du projet. On a d'un côté une majorité présidentielle qui est emmenée par une première ministre dont la marque n'imprime pas, dont la parole ne porte pas. Face à cette majorité présidentielle, une NUPES dont la stratégie claire, anti-Macron, est martelée jour après jour, avec quelques punchlines, un programme autour du SMIC, de la retraite à 60 ans. Quelles sont ces marges de manœuvre ? La grande nouveauté de cette campagne législative par rapport aux éditions précédentes, c'est l'engagement du président de la République de manière frontale contre Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, évidemment, est ravi de cette perspective parce que de ce point de vue-là, il confirme à quel point il a réussi dans sa stratégie de confrontation avec le président de la République. Je suis très frappé de voir c'est une très bonne campagne, oui, c'est très intelligent du point de vue tactique, mais ça oblige le président de la République à sortir, à s'engager personnellement, à répondre de manière extrêmement forte et virile contre Jean-Luc Mélenchon. Et c'est évidemment un élément qui montre à quel point il y a inquiétude à l'Élysée dans la perspective du second tour. En réalité, les instituts de sondage qui ont travaillé depuis le premier tour montrent bien que le scénario le plus probable, sauf effet de correction, et ça existe sous la Ve République, les effets de correction, c'est plutôt une majorité relative. Et toute la question de la majorité relative, c'est le niveau de seuil dont bénéficiera le président de la République en deçà de cette majorité. Pour être plus clair, si on est très proche des 289 députés, juste en dessous... C'est le seuil de la majorité absolue. C'est le seuil de la majorité absolue. Le président de la République et les équipes de l'Élysée pourront probablement obtenir au cas par cas les quelques députés manquants qui permettront de constituer cette majorité. Mais si en revanche, on est plutôt sur un niveau aux alentours de 270 députés ou moins, comme c'est le cas dans un certain nombre de scénarios envisagés par les instituts de sondage, à ce moment-là, on est dans une configuration toute nouvelle. Le projet du président de la République présenté au lendemain de l'élection présidentielle est un projet qui peut apparaître un peu caduc et en tout cas fragilisé. Et dans ce scénario-là, c'est évidemment un plongeon dans l'inconnu. Pourquoi ? Parce que, on le sait, depuis la réforme voulue par Nicolas Sarkozy en 2008, la réforme du Parlement, le recours au 49.3, notamment très utilisé dans la période où Michel Rocard était Premier ministre en 1988, est très encadré. 2 recours en réalité, pour la loi de finances et un recours au 49.3, un par session.
dans un Parlement qui sera, dans une Assemblée nationale qui sera très radicalisée, avec des oppositions frontales, où la capacité à pouvoir obtenir au centre ou à gauche, comme c'était le cas sous Michel Rocard, est probablement très réduite. C'est évidemment une situation qui justifie et qui explique probablement pourquoi le président de la République, en urgence, a dû parler cette semaine aux Français de manière très courte, mais en invoquant cette situation de désordre potentiel. Ça montre à quel point il y a inquiétude à l'Élysée devant un panorama que nous n'avons jamais connu sous la Ve République, d'une majorité relative extrêmement difficile à manipuler. Alors dans ces deux cas de figure que vous décrivez, une majorité relative faible, une majorité relative plutôt solide, il y a un personnage qui sera clé, c'est Édouard Philippe, qu'on voit beaucoup pendant cette campagne, au soutien des candidats Horizon, mais pas seulement. On l'a vu hier encore au soutien de Clément Beaune, qui est en difficulté, en ballottage défavorable dans la 7e circonscription de Paris. Il jouera un rôle fondamental dans cette future majorité. Oui, parce que ne l'oublions pas, en 2017, lorsque le président de la République obtient logiquement, après son élection, une majorité très confortable de plus de 300 députés, ce sont des députés de la République En Marche. Là, même cette majorité relative en soi est beaucoup plus fragile parce qu'elle sera composée évidemment du contingent majoritaire de députés de la République, En Marche, mais aussi de deux composantes. Vous avez cité Édouard Philippe et Horizon, une vingtaine, estimée une vingtaine de députés, aussi, évidemment. Et le groupe MoDem d'une quarantaine de députés. Ça veut dire qu'au sein même de la majorité relative, il y aura une capacité de négociation et de rapports de force installés. Autrement dit, les successions de rapports de force qui risquent de s'installer dans cette nouvelle configuration n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu lors du premier quinquennat, et ça donne une perspective d'instabilité potentielle et de friction assez considérable, et c'est probablement, je reviens sur ce point, c'est probablement ce qui explique le fait que, au fond, le président de la République a considéré que le vrai chef de la majorité parlementaire, ce qui est incroyable sous la Ve République, c'était lui. Vous l'avez dit, la Première ministre a disparu des radars d'une certaine manière. En tout cas, son discours n'était pas suffisamment considéré comme impactant pour pouvoir corriger le tir de ce premier tour. Alors, dernière question, vous avez donné des cours à Sciences Po dans le cadre du Master en communication jusqu'à l'an dernier. Le titre de la conférence, c'est « Convaincre dans la société paranoïaque ». On est en plein dans le sujet. Quand on voit Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants de la NUPES asséner des vérités à coups de dizaines de milliards, qui sont souvent des bobards, des mensonges, ou des choses qui sont vraiment tirées par les cheveux, c'est face à ça qu'en fait la majorité va devoir... Oui, on est très frappé avec Alain Perron, mon associé, de voir ces dernières années dans l'environnement politique, mais pas simplement dans l'environnement politique, mais en tout cas c'est celui dont on parle ce matin, de la puissance des récits hostiles et des récits qui ont tendance à argumenter des stratégies de communication sur la déstabilisation de l'adversaire et sur les registres qui consistent à renforcer les dimensions de méfiance, de défiance. On est dans une société où effectivement la déstabilisation et l'instillation du doute est devenue la part majeure de toute stratégie de communication. On l'a vu avec le président de la République quand sur le tarmac, Orly, il est capable d'utiliser ce registre sur regarder ce qui nous attend avec une éventuelle majorité relative. On l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon qui, quelques heures auparavant, était même en train d'utiliser un registre dont on se souvient qu'il avait été utilisé dans des proportions considérables par Donald Trump aux États-Unis, c'est l'instillation du doute sur le fait que le vote électronique n'est pas suffisamment contrôlé en France, et on peut douter du fait que toutes les conditions sont réunies pour que le vote soit absolument clair et validé. Bon. Tout ce registre qui, vous l'avez dit, fait référence à ce qu'on a appelé il y a une dizaine d'années avec mon associé la société paranoïaque, c'est aujourd'hui un des registres majeurs de la campagne électorale. On l'a connu sous le quinquennat, rappelez-vous aussi de ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes et même pendant la crise sanitaire. Cette société paranoïaque est plus que jamais à l'ordre du jour dans tous les débats politiques qui nous occupent aujourd'hui. Merci Pierre Giacometti pour ce décryptage. Merci beaucoup à vous. Merci.